Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes au Mondial du bâtiment, Mondial 2017, et nous allons parler d'une problématique qui se pose aujourd'hui, à savoir comment massifier la rénovation en général et un peu en particulier en copropriété. Avec moi, pour en parler, Monsieur Alain Roure, vous êtes directeur d'activité copropriété et Domofinance. Bonjour, un petit mot sur Domofinance. Bonjour, donc un petit mot Domofinance. On est un établissement financier spécialisé dans le financement de la rénovation énergétique. On est filiale de BNP Paribas et d'EDF et on accompagne le financement dans la maison individuelle comme en copropriété, domaine dont je m'occupe plus particulièrement. À côté de vous, à propos de copropriété, Monsieur Delomo, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes responsable habitat privé de l'Agence parisienne du climat. Tout à fait. L'Agence parisienne du climat. L'Agence parisienne climat, créée à l'initiative de la ville de Paris dans le cadre de son plan climat. Notre métier, c'est de conseiller, d'informer, d'accompagner les copropriétaires parisiens et au-delà du Grand Paris vers des travaux d'économie d'énergie. Donc vraiment, votre cœur, votre cible, c'est la copro. Tout à fait. En face de vous, Monsieur Yann Dervin, bonjour. Bonjour. Effinergie, directeur d'Effinergie, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement Effinergie? Effinergie est une association, on va dire, multi-acteurs, avec des collectivités, des experts, des banques, des industriels, créée il y a 11 ans, et qui œuvre pour plus d'efficacité énergétique dans les bâtiments, donc que ce soit les bâtiments neufs ou les bâtiments en rénovation, qui est le sujet d'aujourd'hui. Merci. Et à côté de vous, donc, Monsieur Jérôme Gattier, bonjour. Vous êtes directeur du plan bâtiment durable. Le plan bâtiment durable, rapidement. Alors, le plan bâtiment durable, c'est une mission hébergée au ministère de l'écologie et du logement, mais c'est aussi un ensemble d'acteurs qui travaillent autour d'un leader qui est Philippe Pelletier, avocat, au nom sur une mission donnée par le gouvernement, dans le but de faire travailler ensemble toute la filière professionnelle du bâtiment et de l'immobilier autour de l'amélioration de la performance énergétique et environnementale du parc bâti. Vous réunissez tous les acteurs et vous faites des propositions. Voilà, tous les acteurs, ça fait à peu près 1000 au niveau national et 5000 avec les réseaux que nous animons en région. Et nous avons des propositions qui sont éventuellement reprises comme elles ont été reprises dans la loi sur la transition énergétique en 2015, avec à peu près 80% du titre bâtiment qui était initié par les réflexions du plan bâtiment durable. Alors, justement, plan bâtiment durable, il y a peu, c'était votre congrès à Dijon, à Chenôve-Dijon, et la thématique, c'était massifier la rénovation. Pourquoi le plan bâtiment durable a besoin de faire une thématique comme celle-ci? Ça veut dire qu'on n'y arrive pas? Écoutez, ça veut dire que on a quand même eu en France une très bonne évolution au niveau des statistiques et des résultats dans le domaine de la rénovation énergétique. Là, on parle du logement privé. Mais c'est vrai que par rapport aux ambitions qui sont très très grandes, à la fois sur les objectifs nationaux globaux et en particulier ce qui a été assigné au monde du bâtiment et de l'immobilier, parce qu'on considère que c'est la partie qui, alors que le national, au niveau national, doit faire un facteur 4 dans les émissions de gaz à effet de serre, c'est plutôt division par 8 dans le monde du bâtiment. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, même si on a des résultats, on n'est pas encore assez efficace ou assez massifié dans les rénovations. Ça ne va pas assez vite. Monsieur Dervin, sur ce sujet. Oui, et d'ailleurs, la loi de transition énergétique a donné comme objectif d'avoir un parc totalement BBC en 2050. Alors ça nécessite beaucoup d'efforts en rénovation. Et cette recherche de niveau BBC est un peu compliquée. Ça va être un peu, et en particulier en copropriété, pour convaincre tout le monde de faire des travaux d'importance dans le bâtiment pour atteindre un niveau BBC, c'est quand même de la rénovation lourde. C'est un peu la quête du Graal en rénovation, en copropriété. Voilà, donc nous, de notre côté, on travaille sur des solutions un peu alternatives sans oublier cette trajectoire BBC. C'est-à-dire que les bâtiments... Vous insistez sur le fait qu'il faut être BBC quand même, hein, quoi qu'il arrive. En tout cas, les travaux qui sont faits ne doivent pas compromettre le niveau BBC qu'on pourrait atteindre après avoir réalisé toute une série de travaux pendant 10 ou 20 ans. Donc voilà, c'est la notion de BBC compatible. Travaux BBC compatibles. De votre côté, un peu votre constat, on va dire, votre diagnostic?
Le constat, je pense qu'il est assez partagé, c'est que sur ces sujets du développement durable, des économies d'énergie, on est sur un sujet qui est technique, ça on le sait tous, un peu technique. Les solutions techniques, elles sont quand même globalement là aujourd'hui. Enfin, on le voit bien, on a Batimat aujourd'hui, les solutions BBC, elles sont très nombreuses. Les solutions, après, il y a un deuxième niveau qui est le niveau économique. Je laisse mon voisin de gauche en parler juste après. Mais je pense qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est qu'on est sur un sujet passionnément culturel. C'est-à-dire qu'il faut que chaque citoyen qui a une marge de manœuvre, quelle qu'elle soit, puisse être convaincu qu'il fait le bon choix en allant vers, donc là en l'occurrence, la rénovation de son bien immobilier. Et ça aujourd'hui c'est quelque chose qui n'est pas encore gagné, qui n'est pas encore passé dans toute la société française. Donc tout l'enjeu de la rénovation et la prise de décision, notamment en copropriété, c'est d'avoir la conviction pour chacun que c'est la bonne solution et qu'il faut aller dans ce sens-là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand j'achète un appartement, ce que je regarde, c'est pas d'étiquette énergétique en gros. C'est malheureusement pas encore tout à fait le cas, même si heureusement cette étiquette énergétique elle existe maintenant, donc ça donne déjà une information objective. Mais en effet, oui, c'est pas encore le point central. Puis il y a le constat et il y a comment on fait pour faire bouger cette étiquette énergétique. Et alors là, pour le moment, l'information elle est très peu accessible, quoi. J'achète un bien en E, comme il peut peut-être passer facilement en C, mais par contre, j'ai aucune information sur combien ça va coûter et comment ça va marcher. C'est quelque chose de très technique. Mais on va revenir après, une fois qu'on a fait le constat, on essaiera de trouver des solutions s'il y en a. Et on va faire le constat du point de vue d'une chose importante qui est l'argent. Est-ce que ça, c'est un des blocages principaux ? En tout cas, c'est un élément primordial. Donc c'est vrai que l'approche économique, notamment en copropriété, est un élément structurant. Ce que je pourrais dire, fort de notre expérience depuis plus de 5 ans sur le financement de la copropriété, il y a quand même eu, comme Jérôme Galtier l'évoquait, il y a quand même eu de gros efforts qui ont été faits en termes d'accompagnement pour les copropriétaires. Et quand on doit se lancer dans des travaux de rénovation énergétique, le maître mot, c'est quand même l'anticipation et d'avoir une vision globale de son plan de financement en ayant en conscience tous les éléments qui peuvent vous aider, que ce soit le crédit d'impôt, d'une TVA réduite, des aides régionales, et puis effectivement des possibilités de financement que nous proposons et qui sont assez novatrices, puisque finalement il y a encore peu ou pas assez, je dirais, de copropriétaires ou de syndics qui connaissent ces solutions, des prêts bonifiés, des éco-prêts à taux zéro collectifs ou des prêts bonifiés par les régions ou du prêt collectif tout simplement, permettent effectivement d'envisager des travaux de rénovation énergétique avec un coût le plus bas possible. Et surtout, je crois, il faut viser un retour sur investissement et pas que le coût total à l'instant T. Voilà. Mais ça, c'est quelque chose, comment on arrive, comment on arrive à l'expliquer à des copropriétaires? Est-ce qu'il faut faire Parce que c'est compliqué finalement. J'ai un prêt à taux zéro, j'ai un prêt bonifié, je vais avoir des aides de l'ANA, éventuellement je vais avoir des aides de la ville de Paris ou d'ailleurs. Comment est-ce que c'est pas tout ça très compliqué finalement? Est-ce que c'est pas ça qui bloque? Alors, c'est compliqué, oui et non. Ce qui est compliqué, c'est de réunir l'ensemble de ces informations. Et je dois dire qu'il y a quand même eu des grands progrès qui ont été faits, puisque lors de ces votes en Assemblée générale, il y a bien souvent des réunions qui ont lieu avec le conseil syndical, avec l'ensemble des intervenants, comme une véritable gestion de projet, finalement, où vous avez des acteurs comme l'APC, comme l'ADEME, qui sont là, qui expliquent ces aides. Nous autres financiers, nous sommes aussi présents dans ces réunions-là pour rassurer les copropriétaires. La vraie difficulté, c'est d'avoir une vision globale et après d'aller dans une solution individuelle. Mais en tout cas, quand on se donne le temps et les moyens, on y arrive. Alors, sur cet aspect ingénierie financière, ça c'est quelque chose qu'il faut absolument proposer. Ça ne peut marcher, on déclenche le passage à l'acte, j'allais dire, parce qu'on a bien compris financièrement comment les choses allaient se passer. Oui, c'est certain, c'est un point qui est incontournable pour emporter une décision. Et comme vous le dites, ça se joue à 2 niveaux. Il faut avoir la vision globale à l'échelle de la copropriété, du bâtiment, et en même temps, il faut avoir une vision pour chaque personne et chaque tantième qui a une décision à prendre. Donc là, c'est un travail qui se fait quasiment en porte-à-porte, c'est aller voir chacun, sachant que bien souvent, il ne s'agit pas juste de convaincre un conseil syndical ou de convaincre un président de conseil syndical, mais aussi d'aller rencontrer les personnes qu'on ne voit pas, justement, c'est-à-dire qui ne participent pas forcément à la vie de la copropriété et qui, pour autant, ont leur mot à dire et ont une capacité de décision à un moment donné. Donc ça, c'est typiquement le travail qui est mené dans le cadre de Éco-Rénovons Paris, qui est une opération portée par la ville de Paris pour pousser les copropriétés, les Parisiens, à rénover leurs biens.
Et donc dans ce cadre-là, la première aide qui est apportée par la ville, c'est une assistance à maîtrise d'ouvrage pour pouvoir faire cette ingénierie technique d'une part, bien sûr, donc savoir comment techniquement on peut aller à l'objectif, et d'autre part une ingénierie financière. Et donc ça va être un accompagnement qui dure aussi dans le temps, hein, qui dure sur le... On sait que les cycles de décision en copropriété sont assez longs, donc là on parle d'accompagnement qui vont être sur plusieurs mois, voire qui vont se compter en années. Alors, Monsieur Dervin, vous avez, avec Efinergie, un recul par rapport à la maison individuelle, peut-être. Est-ce que vous savez un peu ce qui déclenche la décision chez le particulier sur la maison individuelle? Est-ce que ce ne sont que des militants, j'allais dire, des gens qui veulent absolument être BBC, ou est-ce que ce sont des personnes qui, finalement, se laissent tenter et partent sur une rénovation BBC? Alors, sur le niveau BBC, il y a certainement une recherche de qualité en fait liée à l'attribution d'un label, c'est-à-dire quelque chose qui finalement a une valeur et donc peut éventuellement se répercuter sur une vente derrière ou sur une location d'ailleurs avec un niveau contrôlé d'efficacité énergétique. Mais ce ressort-là, il est assez faible. Ce que cherchent avant tout les personnes qui font des rénovations, c'est d'abord des rénovations et pas des rénovations énergétiques. C'est-à-dire qu'elles essaient d'augmenter leur confort ou alors elles ont une extension à faire, elles ont une opportunité. Ça peut être aussi la fin de vie, enfin, je veux dire, les résidences adaptées aux seniors. Voilà, ça peut être l'arrivée d'un enfant, etc. Donc des choses qui font qu'on va faire des rénovations lourdes. Et à ce moment-là, il faut embarquer la performance énergétique. La performance énergétique, c'est un effet collatéral de la rénovation de la maison. Voilà. Alors, il existe des gens qui le font pour le label, pour la performance énergétique, mais c'est franchement pas la majorité. Alors, je sais que vous militez pour qu'il y ait, qu'on travaille sur d'autres arguments pour faire ce fameux passage à l'acte, essayer de massifier les rénovations. Quels sont ces arguments? Oui, en fait, ce qui est vrai, c'est que nous avons tous travaillé sur le fait de faire décider les gens de faire des rénovations énergétiques, mais il faut leur apporter d'autres arguments que l'énergie pour qu'ils passent à l'acte des travaux. Réduire ma facture, ça ne suffit pas. Non. Et ça ne suffit pas, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'énergie n'est pas chère. Parce que peut-être que si elle était à 200, si le baril de... Surtout, on n'arrive pas, on ne sait pas bien la garantir, la baisse de facture d'énergie, puisque c'est pas parce qu'on fait, on sait que ça va baisser globalement, mais on ne sait pas vraiment le garantir dans la mesure où il y a une forte composante aussi individuelle d'usage, de comportement qui va influer sur la facture énergétique au final. Donc on sait qu'on va baisser la facture, mais on ne peut pas garantir un niveau précis. Par contre, l'augmentation du niveau patrimonial du bâtiment est là quelque chose qu'il faudrait qu'on arrive à mieux quantifier. Voilà, on commence à le faire. Mais je t'ai coupé, pas. Voilà, oui, je vous ai coupé aussi. Mais ce qui est vrai, c'est que donc ce qu'on dit, c'est que l'énergie n'est pas un déterminant suffisamment fort. Ça, malheureusement, on est obligé un peu tous de le reconnaître. Donc on cherche les autres arguments. Donc les gens, finalement, à la fois, effectivement, leur logement, c'est leur principal patrimoine, mais c'est aussi leur lieu de vie. Donc il y a tous les arguments valables possibles. Ils sont l'embellissement, l'amélioration de la qualité de vie, l'amélioration du confort et aussi l'adaptation à certains événements de la vie. Donc à la fois on travaille sur ces nouvelles motivations, donc confort, santé, valeur du bien, etc., en plus des baisses de charges. Et aussi on essaie de passer, de rebondir, on va dire, sur les occasions dans la vie de la famille ou des professionnels où il y a des déclenchements de travaux pour y rajouter les travaux d'économie d'énergie. Alors, comme disait Yann fort bien, c'est l'arrivée d'un enfant ou alors l'arrivée à l'âge de la retraite ou alors le fait que la résidence secondaire devient principale, etc. On fait des travaux et là, il faut convaincre les gens de faire des stratégies où il n'y a pas de regret, où il faut aussi une très bonne amélioration énergétique. Donc, c'est ce que je disais, hein, l'amélioration énergétique, c'est un avantage collatéral. Enfin, de travaux, d'autres travaux finalement, et on a assez peu. Mais malgré tout, est-ce que ça, c'est suffisant pour passer à l'échelle supérieure? Justement, là, on donne les motivations individuelles, donc au niveau de la personne, au niveau du foyer. Ce qui se passe en copropriété, c'est qu'on va rajouter à ça une couche quasiment de jeu politique, en fait, puisque une copropriété, c'est le plus petit niveau de démocratie qu'on peut vivre.
Et donc, comme dans toute démocratie, pour emporter une prise de décision, il va falloir qu'il y ait des leaders énergétiques qui se rendent visibles. Donc nous, c'est typiquement ces personnes-là qu'on essaie de repérer à l'APC. C'est-à-dire qu'on a des gens qui viennent nous voir en demandant combien ça coûte pour changer une fenêtre et est-ce que ça va être intéressant ou pas. Et après, tout le jeu, c'est de repérer si ces personnes-là peuvent aussi être des leaders en interne à la copropriété pour pouvoir être en capacité à embarquer leurs voisins, aller porter la bonne idée de faire un audit énergétique, par exemple, au niveau du conseil syndical. Et c'est avec ces personnes-là qu'on a tout intérêt de travailler, de les coacher et de les accompagner pour que, tranquillement, elles aillent vers l'Everest. Alors, ça va prendre du temps, il va falloir y aller tranquillement, mais on peut les accompagner sur quelques années dans ce genre de parcours. On le monte en combien de jours ou en combien de mois, l'Everest ? Sur quelques années, si je me souviens bien, on parle de 5 à 6 ans pour mener un projet de A à Z de rénovation énergétique sur les quelques copropriétés qu'on connaît qui ont déjà mené le programme de A à Z. Après, c'est aussi très variable. C'est-à-dire qu'on peut avoir des décisions qui se prennent en très peu de temps parce que finalement, il y avait eu un bout de projet qui avait été évoqué quelques années avant et puis les blocages qui étaient à l'époque sont passés outre. Donc on peut voir aussi des projets qui passent sur 2 ans, 3 ans. Enfin, ça peut aller assez vite finalement. Est-ce que vous avez aussi un poste d'observateur à l'APC? Est-ce que vous notez qu'il y a une amplification du phénomène de rénovation ou pas? Ou est-ce qu'on est encore dans quelque chose qui reste pas anecdotique, mais qui n'est pas non plus le cadre général? Ce qui est certain, c'est que la massification n'en est encore bien loin. Maintenant, ce qu'on peut constater, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, on vient de sortir une note qui s'appelle 30 éco-rénovations énergétiques exemplaires. On a pu recenser sur Paris et proches banlieues une trentaine d'opérations menées de A à Z avec des niveaux de performance à plus de 30% d'économie d'énergie. C'est quand même quelque chose. On parle de 30 copropriétés, on parle quand même de 3000 logements là, donc on n'est plus juste à une opération par-ci par-là. On commence à peut-être avoir une niche. Avec Éco-Rénovons Paris, on est à pas loin de 300 copropriétés lauréates donc, qui sont embarquées dans un programme. Donc on n'est plus sur de l'anecdotique. La massification, il va encore falloir un peu de boulot. Vous nous rappelez combien il y a de copropriétés à Paris? 47 000. 47 000. Alors, oui. Ce que je veux vous dire là-dessus, c'est que ce qui est comme intéressant, par rapport à ce qu'on voit avec l'Agence parisienne du climat, mais aussi avec d'autres grandes collectivités en France qui s'impliquent sur le sujet de la copropriété, c'est qu'il y a quand même un certain effet d'entraînement ou de bouche à oreille ou de voisinage. Et c'est vrai que les copropriétés exemplaires, il y a eu des gens assez militants ou engagés qui ont fait les travaux, donnent l'exemple, et il y a des gens autour qui se disent que ce serait quand même bien que nous, on arrive à faire la même chose. Donc c'est pour ça qu'il y a un ensemble de facteurs déclenchants qui sont peut-être pas encore suffisamment connus, entre un gros problème technique dans l'immeuble qui fait qu'il faut faire des travaux, le fait qu'on a compris que l'énergie peut être faite en même temps, le fait qu'on comprend qu'il y a des gens qui peuvent accompagner, qui sont compétents pour accompagner, qu'il y a quand même certaines aides ou certaines solutions financières, ça crée un facteur favorable, mais c'est pas encore gagné, il y a encore beaucoup de travail. Alors, je confirmerai cette tendance. Je dirais effectivement, on est loin encore de la massification. Néanmoins, c'est vrai que, en tout cas, nous, on le voit, il y a une accélération certaine des gros projets de rénovation énergétique en Ile-de-France, mais pas que. Effectivement, il y a des belles... La région Rhône-Alpes, la région du Nord sont des régions qui se mobilisent aussi. Et c'est vrai que même si ces projets-là prennent plusieurs années, on arrive au vote en Assemblée Générale en 2017 de projets qui ont vu leur origine il y a 2-3 ans. Et donc, sur des grosses copropriétés, on arrive à mettre en place des financements, que ce soit des éco-prêts à taux zéro collectif, qui sont quand même une mesure qui permettent aujourd'hui de financer à 0% jusqu'à 30 000 euros par copropriétaire. Donc c'est quand même pas rien, de 10 000 jusqu'à 30 000. Et donc ça permet, sur des durées assez longues, jusqu'à 15 ans par exemple, ça permet à ces copropriétaires-là d'engager ces travaux et effectivement de les décider. Je rejoins cette idée de leader. Ce que moi je constate, c'est que là où il y a des projets qui se votent, il y a des leaders, que ce soit dans les conseils syndicaux, que ce soit dans les syndics, ou tous ceux qui nous accompagnent, les bureaux d'études, les énergéticiens. Il faut avoir un interlocuteur, quelqu'un qui pousse le projet. Oui, incontestablement. Incontestablement. Et après, il y a quand même un effet, je dirais, d'entrain. Et on voit quand même quelques belles copros qui sont en train de sortir, et notamment là sur cette fin d'année. Et donc, voilà, la marche est longue, mais c'est long, mais ça bouge. Mais ça bouge, incontestablement. Vous vouliez dire quelque chose? Encouragement du jury.
Voilà. Oui, voilà. Il y a aussi le niveau d'exemplarité du logement social, parce que les bailleurs sociaux ont fait quand même de gros efforts, de gros travaux de rénovation. On l'a jusqu'à des niveaux BBC assez fréquemment, parce qu'il y a des aides associées. Et donc les propriétaires de logements privés, voyant les locataires d'en face, donc dans des HLM, avoir un niveau d'efficacité énergétique bien supérieur au leur, bon, ça les fait réfléchir, ça les pousse aussi à engager au moins des études, voire des travaux. Il y a un exemple à Paris qui est flagrant, c'est les tours des Orgues de Flandre, avec 2 bâtiments en copropriété et 2 bâtiments HLM qui ont été rénovés, et on voit vraiment la différence rien qu'à l'œil. Hein. Alors, on arrive au terme de notre petit échange. Je vais vous demander une petite conclusion à chacun. Je vais commencer par vous parce qu'il y a un thème qu'on n'a pas abordé, c'est celui de la surélévation. Est-ce que la surélévation d'une copropriété, ça peut être un moyen, un levier supplémentaire de faire bouger les choses et de faire que les copropriétaires vont passer à l'acte? Alors en tout cas, dans les grandes villes, et notamment à Paris, oui, certainement. Moi je dirais, si je devais résumer, je vois 3 points sur la surélévation. C'est le fait, point 1, de donner plus de logements dans une copropriété. Le point 2, c'est de permettre d'avoir un apport financier, puisque finalement vous vendez cette surélévation de 1, 2, 3 étages, et donc ça crée une manne financière. Et puis le point 3, c'est d'accompagner finalement cette surélévation, idéalement avec un projet de rénovation énergétique qui peut pratiquement s'autofinancer, et donc là on crée aussi de la valeur patrimoniale. Donc oui, mais là aussi on est peu d'exemples. Hein. Oui, alors ça commence à venir, mais on n'est pas encore dans la massification, mais c'est sur des zones tendues en termes de logement, notamment à Paris, c'est très certainement une piste à développer. Concernant l'APC, est-ce que vous mettez en place des choses aujourd'hui pour aller plus loin et pour essayer vraiment de convaincre les copropriétaires de passer à l'action? Bien sûr, c'est notre raison d'être quasiment. En tout cas, ce qui est certain, c'est que si vous voulez avoir des preuves, avoir des exemples concrets, le mieux c'est de venir prendre contact avec l'APC. On organise très régulièrement des visites de sites, de bâtiments qui ont fait des rénovations exemplaires, ce qui permet de discuter directement avec les propriétaires, avec les professionnels qui ont intervenu sur ces bâtiments-là. On a le 31 janvier prochain le forum de l'éco-rénovation dans les salons d'hôtel de ville de Paris, ou alors si vous voulez voir des professionnels ou des copropriétaires qui sont déjà dans l'action, qui ont déjà fait des choses, il n'y aura rien de mieux. Puis après ça, on a aussi tout un travail plutôt d'observatoire, donc là un peu plus technique sur l'observatoire des prix, l'observatoire des économies d'énergie réalisées. Donc tous ces projets-là sont en cours avec des publications assez régulières. Yann Dervin, un petit mot de conclusion sur cet aspect rénovation et peut-être l'aspect rénovation mais de qualité. Oui, alors on compile en fait des solutions de rénovation en logement collectif, notamment ce qui permet d'arriver sur ces bouquets de travaux BBC compatibles. Donc l'idée c'est de pouvoir publier, diffuser ces solutions pour faciliter l'acte de rénovation, enfin voilà, faciliter la prise de décision, parce qu'on ira vers des solutions qui sont un peu packagées et plus simples à mettre en œuvre, peut-être avec moins de travaux, enfin moins d'études préalables, même si bien sûr en copropriété il faut quand même analyser concrètement le bâtiment avant d'engager les travaux. Avant de se lancer, c'est quelque chose dont on n'a pas parlé parce qu'on n'a pas eu le temps, mais on n'a pas parlé technique. La technique, c'est aussi compliqué à comprendre que la finance finalement pour des copropriétaires. J'imagine, oui. Ou pour des simples habitants de logements individuels. Oui, tout à fait. Donc l'idée c'est d'avoir en tout cas des références de solutions à appliquer, toujours dans cet esprit BBC in fine, enfin voilà, quand on aura fait tous les travaux nécessaires dans la copropriété, et donc de pouvoir orienter les copropriétaires pour savoir s'ils sont dans la bonne fourchette ou pas par rapport aux travaux qui sont proposés et votés. Jérôme Gattier, vous avez le mot de la fin. Qu'est-ce qu'on s'est dit au congrès du plan bâtiment durable, justement sur les autres solutions? Donc on a parlé tout à l'heure de donner l'envie de faire des travaux autrement. Est-ce qu'il y a d'autres solutions qui sont ressorties? Bien, je pense que dans le secteur de la copropriété, ce qui est ressorti, c'est qu'il faut persévérer. Persévérer, c'est qu'il faut communiquer, faire connaître les argumentaires, comme on disait tout à l'heure. Il faut faire connaître les réalisations exemplaires, que les gens se parlent entre eux. Et puis il faut susciter l'offre, donner envie aux gens du monde professionnel de faire des offres performantes, que ce soit en ingénierie ou en travaux, etc. Il y a l'accompagnement financier qui se met en place. Et une des conditions pour ça, c'est une stabilité dans le système d'aide publique, que ce soit l'éco-prêt à taux zéro, que ce soit le crédit d'impôt, que ce soit les certificats d'économie d'énergie ou la TVA, que les gens
sur ce secteur où il faut plusieurs années pour se décider et pour faire, ne soit pas pris en porte-à-faux ou pris en défaut par des changements trop rapides. Merci messieurs, merci d'être venus nous voir sur le plateau de Batijournal TV. Donc une émission à retrouver sur le site de Batijournal TV et sur le site de notre partenaire France Bois Forêt. Merci.